Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, les passagers à destination du Sénégal dispensés de tests PCR. La mesure concerne les voyageurs entièrement vaccinés. La décision est rentrée en vigueur aujourd'hui. Début de l'année scolaire pour les enseignants, ils ont retrouvé le chemin de l'école ce lundi. Reportage à suivre. L'actualité, c'est aussi la tension sociale à la Sénélec. Des agents prestataires ont entamé une grève de la faim aujourd'hui. On vous explique pourquoi dans un instant. Exposition universelle Dubaï 2020. Le chef de l'État Macky Sall est arrivé à Dubaï ce matin. Le président de la République a été accueilli par la diaspora sénégalaise. Et puis sur l'international, le procès des auteurs présumés de l'assassinat de Thomas Sankara renvoyé au 25 octobre. Que risquent les principaux accusés? Reportage à suivre dans cette édition. Les passagers à destination du Sénégal vaccinés sont dispensés de tests PCR. Une circulaire du ministère du Tourisme et des Transports aériens datée de ce 11 octobre vient abroger et remplacer les circulaires précédentes. Les compagnies aériennes dont les programmes d'exploitation ont été approuvés par l'autorité de l'aviation civile ou qui disposent d'une autorisation ponctuelle sont autorisées à embarquer ou débarquer les passagers sur présentation d'un test PCR Covid-19 négatif datant de moins de 5 jours. Écoutons là-dessus le directeur des transports aériens, Oumar Hassimoudia, avec Chérif Dia. L'État du Sénégal, à travers le ministère du Tourisme et des Transports aériens, a décidé de lever les restrictions pour les passagers à destination du Sénégal concernant le test PCR. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les passagers qui sont entièrement vaccinés n'ont plus besoin de faire le test PCR pour se rendre au Sénégal. Néanmoins, ceux qui n'ont pas fait leur vaccination devront se présenter avec un test PCR de moins de 5 jours. Et cette circulaire, en fait, permet aux voyageurs ayant reçu les vaccins, un des vaccins homologués par l'OMS, de pouvoir se rendre sans contrainte sur le territoire sénégalais. Il est entendu que les formalités d'immigration continuent d'être de rigueur, c'est-à-dire que ceux qui avaient besoin d'un visa continuent toujours à avoir besoin de visa. Ce qui change, c'est juste que les passagers entièrement vaccinés depuis 15 jours peuvent désormais se rendre au Sénégal sans... Ils ont retrouvé le chemin de l'école aujourd'hui. Les enseignants ont fait leur entrée ce matin. Ils retrouveront leurs élèves jeudi 14 octobre à 8 h. En ce premier jour, 2 sujets ont rythmé les retrouvailles des enseignants. L'effectivité de la rentrée, le Ubitaï Yangtaï, mais aussi la lutte contre la violence en milieu scolaire. Élément de réponse dans ce reportage de Marcel Farba Maroun et Alioune Diagne. Fini les vacances pour les enseignants du Sénégal. Ces derniers ont montré l'exemple ce lundi, date correspondant à leur retour dans les établissements en répondant présent en majorité, comme c'est le cas au lycée John Fitzgerald Kennedy ou encore à l'école Sakura Badiane, 6 à Koloban. Les enseignants sont venus comme il se doit pour la rentrée. Nous faisons une assemblée générale de rentrée chaque année, donc le premier jour de la rentrée pour faire le bilan de l'année avec les enseignants, avec l'équipe pédagogique. Nous l'avons déjà fait avec le CGE, nous le faisons en assemblée générale pour recueillir les avis, donc les bilans, les perspectives aussi. Ils sont trois absents. À part ça, vraiment, tout le monde est là. Je pense qu'ils ont répondu à l'appel. Un peu comme chaque année à pareille période, la préoccupation majeure en milieu scolaire demeure la reprise effective des cours. Si certains ne vont pas faillir à la règle, d'autres conditionnent cette reprise. Moi, je suis à ma 21e année. Et chaque fois, c'est le jour où j'ouvre que je démarre. Donc, je crois que le concept Ubitaï Yangtaï nous a trouvés sur le chemin. Donc, les enseignants seront là donc, pour attendre les élèves
pour démarrer l'année scolaire en toute quiétude. Pour nous, les enseignants, nous sommes prêts. Maintenant, on n'a pas de disposition en ce qui concerne le matériel. Est-ce que les élèves vont venir avec chacun un bic, un cahier? C'est notre souhait, on leur avait déjà dit ça. Si jamais ils partent de ce jour, pour que les élèves, quand ils vont venir le matin, ils pourront se laver les mains. Toutes les dispositions vont être prises par rapport à ça. Autre fléau à noter et qui a été choisi comme thème de cette rentrée des enseignants, la violence en milieu scolaire. Ils en appellent ainsi aux autorités afin de renforcer la sécurité dans ces milieux. Et la rentrée des classes ne sera pas effective partout sur le territoire selon le secrétaire général du QSEMS. Pour Dambot, de nombreux établissements sont encore envahis par les eaux de pluie. Il était l'invité de la matinale de TFM. Le dispositif pour la préparation de la rentrée n'est pas en place. Beaucoup d'établissements sont encore sous les eaux. Le gouvernement avait pris des engagements avec le protocole 2014 qui ne sont pas respectés. Les enseignants sont très frustrés. Il y a des problèmes sur le recrutement des 5000 enseignants. Il y a des problèmes sur beaucoup de disciplines qui sont allées en grève de faim, comme la mise en position de stage. Les enseignants sont allés en grève. Les professeurs d'EPS continuent à se plaindre. Nous avons également les questions liées au DMC, à la révision du système de rémunération. Énormément de questions qui sont sur la table du gouvernement qui font qu'aujourd'hui on va aller à une rentrée très compliquée. Les enseignants ne sont pas contents du tout. Et la rentrée va bien se dérouler à l'école UNESCO Hameau 3, c'est dans la banlieue de Dakar. Les travaux de réfection entamés seront bientôt achevés. C'est un reportage de Omar Mbao et Amadouba. Les travaux ont bien démarré ici à l'école UNESCO Hameau 3 de Golfe Sud. À quelques heures de la rentrée scolaire pour les enseignants, des maçons et des soudeurs métalliques font la course contre la montre. Debout toutes les vacances pour la réfection de l'établissement, les parents d'élèves peuvent maintenant afficher le sourire. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette école, n'est-ce pas? Il y a quand même le mur de clôture aussi. Il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est très important, n'est-ce pas? Il y a les travaux aussi de maçonnerie, n'est-ce pas, qui vont commencer incessamment d'après eux. Alors on constate que les travaux ont commencé et nous souhaitons, n'est-ce pas, que d'ici l'ouverture, que le strict minimum quand même soit réalisé pour que les élèves puissent regagner les classes et les travaux continuent aussi. Un sourire qu'ils doivent à l'édile de la commune. Aïda Sow Diawara estime avoir sauvé la situation. L'école UNESCO Hameau 3 est un casse-tête pour moi parce que c'est un financement du PACASEN et on avait lancé le marché qui avait été gagné par GBM. Alors GBM avait commencé les travaux, nous lui avons versé l'acompte de démarrage et nous avons demandé à la cellule de passation des marchés de prendre celui qui venait directement après. Mais l'entrepreneur nous a compris et il est en train d'accélérer pour que d'ici le 14, les élèves puissent entrer dans les classes. Chaque minute donc compte pour les travailleurs qui doivent réfectionner 6 classes et le mur de l'école UNESCO Hameau 3. Merci Omar. Ce 11 octobre marque la célébration de la journée internationale pour l'éducation des filles dans le nord du Sénégal. C'est le maintien et le suivi qui sont les grands défis à relever et ce, juste après l'obtention du BFM. Voyez tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Chaque année, le 11 octobre est célébrée la journée internationale pour l'éducation des filles. Et c'est justement en faveur des filles et pour lutter contre toutes les discriminations que subissent les jeunes filles. Une journée importante pour les acteurs. Elle permet surtout de faire un diagnostic sur les problèmes qui freinent l'éducation des filles. Et malheureusement, ce que nous constatons actuellement, c'est que par rapport au maintien des filles à l'école, les problèmes restent et demeurent. Pourquoi? Parce que les obstacles sont toujours là. Beaucoup de jeunes filles ne terminent pas leurs études. Cela à cause des multiples obstacles juste après le brevet de fin d'études moyennes. Les obstacles qui sont là, ce sont les mariages précoces.
Si nous allons dans la zone de Podor, c'est-à-dire dans le département de Podor, la déperdition scolaire est très accentuée là-bas dans cette zone. Parce qu'il y a les problèmes culturels, il y a la tradition qui est là-bas. Donc il y a des choses qui sont des pesanteurs sociaux. On a beau parler, mais c'est très difficile en tout cas dans certaines zones. Actuellement, le combat est le maintien des filles à l'école, mais aussi leur présence pérenne dans les séries scientifiques. De bons résultats, mais dans les séries scientifiques quand même, il y a des efforts à faire. L'on voit que le taux d'orienté en séries scientifiques est très insuffisant. Cette année, par exemple, il n'y a que 47 filles orientées en seconde S sur 180 orientées. Vous voyez que c'est insuffisant. La journée internationale pour l'éducation des jeunes filles doit être aujourd'hui une tribune permettant aux acteurs d'accentuer la sensibilisation. Dans beaucoup de zones rurales, l'éducation des jeunes filles est un échec à cause des mariages précoces et autres croyances coutumières. À la une également, la tension sociale à la Sénélec. Des agents prestataires ont entamé une grève de la faim. Ils sont près de 500 à réclamer une régularisation de leur situation. Nos équipes les ont rencontrés, Aminata Maresso et Diafaraba. Ils ont élu domicile sous ce pont situé en face du cimetière Saint-Lazare. Nous sommes sur la voie de dégagement nord. Ces grévistes de la faim, des prestataires ayant accumulé des années à la Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec. Le plus gros du travail, ce sont les prestataires qui exécutent ça. Ce sont les prestataires qui font la relève, la coupure, les présentations de factures. Tu vois, ils sont dans les réseaux électriques, hein? Ils sont au niveau de la production. En tout cas, le plus gros du travail sont effectués par ces prestataires. L'exemple de Moussa Niang, une illustration de la situation des 489 grévistes de la faim. J'ai fait 7 ans à la Sénélec. Il y a des gens qui sont depuis 5, 10, 15. Il y a même des gens qui ont déjà retraité sur la prestation. Entre absence d'assistance sociale, retard des salaires, ces prestataires disent en avoir assez. Il y a des gens qui sont là, entre nous, que leur dernier paiement date d'1 an. Il y a des gens de 10 à 12 mois, 7 à 8 mois. Bon, ce n'est pas régulier. Tout ce que nous demandons, c'est la régularisation de tous ces 499 prestataires. Notre dernière victime, que son âme soit à paix, est morte électrocutée sur un coup d'accident du travail. Par cette grève de la faim, commencée ce lundi 11 octobre, ils veulent une régularisation de leur statut au sein de la Sénélec, un combat avec le soutien de mouvements tels que Y'en a marre, Frappe, France Dégage. Merci Aminata. En politique, guerre de positionnement pour la conquête de Dakar au sein de l'APR entre Amadouba et Abdoulaye Diouf Sarr. Le maire de Yoff estime qu'il n'y a rien de déloyal. Selon lui, le moment venu, ils formeront une équipe pour gagner la capitale. Le maire de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr, avec Thiorombar Ndiaye. Je ne crois pas que ce soit une guerre. Je ne crois pas que ce soit aussi une contradiction négative. Dans toutes les formations politiques au monde, dans toutes les dynamiques, il y a, dans des circonstances comme ça, des ambitions qui s'expriment. Il faut positiver, étant entendu que le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, qui dirige la coalition Benno Bokk Yakaar, sait de manière très précise ce que nous devons faire. Dans tous les cas de figure, et en tout état de cause, quand il s'agira de se mettre autour de l'essentiel pour ramener Dakar dans la dynamique d'une construction d'une ville moderne, nous allons effectivement nous mettre ensemble pour construire Dakar. Nous avons effectivement, nous tous, le droit d'exprimer nos ambitions, parce que nous sommes dans une coalition organisée, nous sommes dans des partis, et je crois que la logique pour un leader politique de notre dimension, c'est autre chose. Qui est blogueur et qui est influenceur? La polémique enfle suite au sommet tenu entre la France et la société civile africaine. Les participants à ce sommet sont-ils les porteurs de voix du continent? Élément de réponse, Alassane Ba et Diafaraba. Blogueur ou influenceur, deux termes confondus par beaucoup de Sénégalais. La différence, c'est très simple. Un blogueur, au début, c'était quelqu'un qui disposait d'un blog, qui écrivait des chroniques,
qui qui partageait un peu ses expériences par rapport à un sujet bien déterminé. Maintenant, ça a donné sens à ce qu'on appelle maintenant le terme influenceur, qui commence à prendre de l'ampleur. Donc l'influenceur, c'est un terme assez mitigé. Et donc cet influenceur-là, c'est pratiquement un mot qui est tiré du marketing digital. Alors cet influenceur-là, généralement, on le définit comme quelqu'un qui peut apporter un certain impact par rapport à une communauté virtuelle. Les influenceurs sont catégorisés et souvent, il ne s'agit pas d'avoir un nombre important de vues ou de likes pour être un influenceur. Il y a ce qu'on appelle les micro-influenceurs. Il y a ce qu'on appelle les influenceurs réguliers, il y a ce qu'on appelle les flèches montantes, en anglais les rising stars, il y a ce qu'on appelle les macro-influenceurs, les méga-influenceurs. Et les méga-influenceurs, généralement, sont des personnes qui ont une communauté qui dépasse la barre des 1 million. Et pour les professionnels dans le secteur, ce n'est pas à travers le nombre de vues ou le nombre de likes qu'on peut désigner une personne un influenceur. Mais c'est beaucoup plus dans les thématiques qu'il gère, de savoir engager une communauté. Un autre problème est à souligner. Pour moi, l'influenceur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait d'abord ce qu'il a envie de faire, mais de l'autre côté, il y a l'aspect économique. Parce que si on se limite sur cette notion d'influence, il y a autant d'entreprises aujourd'hui qui ont fait un véritable flop parce qu'ils ont engagé un influenceur et qui ne leur a pas vraiment satisfait. Les marques ont souvent tendance à vouloir travailler avec des personnes qui jouissent d'une certaine audience, ce qui constitue une erreur pour ces experts qui les invitent à se renseigner pour éviter tout amalgame. Merci Alassane. Et venons-en à l'Expo universelle Dakar, Dubaï plutôt 2020. Le président Macky Sall est arrivé ce matin à Dubaï pour la journée nationale du Sénégal à l'exposition universelle. Journée prévue le 13 octobre. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée par la diaspora sénégalaise. Le voici avec Souleymane Niang. Monsieur le Président, d'abord une réaction à cet accueil populaire. Merci beaucoup, très heureux et très honoré par l'accueil de nos compatriotes ici à Dubaï. Alors, vous savez que je suis venu dans le cadre de l'Expo de Dubaï pour surtout accompagner la journée nationale du Sénégal. Et ça fait toujours chaud au cœur de voir cette diaspora si généreuse et si mobilisée. Alors ça me fait plaisir et je les remercie. Et justement, par rapport à l'Expo, qu'est-ce que le Sénégal va apporter? Je vous réserve ça à mercredi, on verra. Rendez-vous mercredi avec plus de 190 pays participants et 25 millions de visiteurs attendus sur une période de 6 mois. La ville des Émirats arabes unis, connue pour son goût prononcé pour le luxe et la deux-mesure, n'a pas lésiné sur les moyens pour offrir au monde une exposition universelle hors du commun. Une exhibition placée sous le sceau de la créativité et de l'innovation. Reportage avec nos envoyés spéciaux à Dubaï, Sarah Cissé et Hamza Diallo. En 2013, lorsque sa candidature est retenue, Dubaï promet de faire vivre au monde entier une exposition universelle unique en son genre. 7 ans après, la réalité est à la hauteur des promesses. Monumentale, historique, les superlatifs ne manquent pas pour évoquer cette exposition universelle. Près de 25 millions de visiteurs y sont attendus et ceux qui s'y trouvent déjà sont tout simplement émerveillés. Je suis vraiment content. Il y a tout ce qu'on cherche. L'intégration, l'innovation, les relations humaines, la culture, la gastronomie, tout y est. C'est très bien, les visiteurs apprécient et c'est vraiment magnifique. L'Expo de Dubaï est un festival de créativité, mais aussi et surtout d'innovation.
La preuve, avec ces robots conçus sur mesure pour interagir avec les visiteurs. Connecter les esprits, construire le futur, c'est le thème de cette exposition universelle de Dubaï qui est bien partie pour être l'une des plus grandioses organisées jusqu'ici. Merci Sarah. Allons maintenant à Thiès, journée mondiale de la santé mentale célébrée dans la cité du Rail. La problématique de la santé mentale devient de plus en plus inquiétante. Des problèmes de moyens, des centres d'accueil, de prise en charge, des difficultés soulevées par des psychiatres. Regardez ce reportage de Cheranta Diop et Zéla Tir. Des psychiatres, des associations et cellules de la santé mentale, le chef de la division mentale du ministère de la Santé et de l'Action sociale se sont retrouvés à Thiès au centre de santé d'Al Khel pour réfléchir sur la problématique de la santé mentale et la prise en charge de la maladie mentale et des troubles psychiques. Récemment, suite au recrutement massif qui a été fait par l'État du Sénégal, il y a près de 7 spécialistes qui ont été recrutés, en plus de ceux qui existaient d'abord, pour pouvoir assurer un bon maillage au niveau déconcentré, au niveau des régions périphériques, pour répondre au principe d'équité par rapport à l'offre de services. C'est un principe qui est important autant dans l'administration, mais aussi autant dans l'offre de soins. Des efforts doivent être consentis avec toutes les parties prenantes entourant la jeunesse et la santé mentale, que des soins de santé mentale soient accessibles à tous. C'est l'objectif du ministère de la Santé. Il faudrait qu'aujourd'hui qu'on puisse intégrer les soins de santé mentale dans les soins de santé primaire. Et aussi, autre élément qui est important, dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, l'État est en train de s'organiser pour pouvoir intégrer in fine les soins mentaux dans la couverture sanitaire universelle. On pourra atteindre les objectifs auxquels nous sommes fixés. Le réseau des associations de promotion de la santé mentale a été félicité. Des jeunes dévoués sont en train de faire d'excellent travail au sein des communautés et des familles pour que cette problématique de la santé mentale puisse être définitivement résolue. Merci Cheranta. Et puis ce triste anniversaire, ce 11 octobre, marque l'anniversaire du rappel à Dieu de l'auteur, compositeur et chanteur Moussa Ngom, décédé, souvenez-vous, en 2015 à l'âge de 61 ans. Moussa Ngom, combattant et défenseur de la Sénégambie. Mambiram Diouf et Alioune Diagne et Pape Sangoné Mbaye. Sa voix résonnera à jamais. Ses performances musicales, tant sur le plan de la mélodie, de la tonalité, des thèmes abordés dans des morceaux comme Artiste, Circulation Lampoufal, Soralima, Samayay, Debnandar, Domou Gaïndé Ndiaye, avec le Super Diamono ici. Son énergie et son enthousiasme font de lui un artiste complet. Moussa Ngom, toujours vivant, 6 ans après sa disparition. Ce qui est frappant évidemment chez Moussa Ngom, c'est d'abord la tenue de scène et la tenue sur scène. La tenue de scène, le port vestimentaire marqué par le pendentif et le patchwork baïfal, les bottes de couleurs différentes, les chaussettes aussi différentes qui symbolisent la Gambie d'une part et le Sénégal de l'autre, qu'il appelle à la réunification, puisqu'on est en pleine confédération. La tenue sur scène, c'est cette gestuelle, ces esquisses chorégraphiques qui les singularisent comparé aux autres chanteurs sénégalais, gambiens. Mais cette apparence peut être peut-être trompeuse, puisque à côté de ce physique, de cette forme de déploiement scénique, il y a des textes et une parole avec un très fort souffle poétique, avec une profonde inspiration. Et c'est un peu ce contraste qui fait la personnalité de Moussa Ngom. En somme, Moussa Ngom, c'était un artiste multidimensionnel, quoi, parce que dans tous les segments de son personnage, justement, on retrouvait quelqu'un qui avait vraiment un vécu dans tout ce qu'il a traversé comme période, quoi, dans sa vie.
dans lesquels beaucoup vont s'engouffrer. L'artiste, le Baïfal, le panafricaniste, autant de noms aux identités remarquables qu'incarnait bien Moussa Ngom, le Sénégambien qui marque encore les esprits de par son talent, sa générosité et son humanisme. Virtuose Moussa Ngom. Merci beaucoup Mambiram. L'autre grand titre de cette édition, le procès des auteurs présumés de l'assassinat de Thomas Sankara, renvoyé au 25 octobre. Le procès a été renvoyé à la demande des deux avocats de la défense qui ont demandé plus de temps pour consulter les pièces du dossier. Les accusés, dont l'ancien président Blaise Compaoré, risquent une peine très lourde, voire la perpétuité, selon le chroniqueur judiciaire Daouda Mine. En matière de crime, lorsqu'une personne ne comparaît pas, on dit qu'il est un contumace, donc il est jugé par contumace. Si c'était en matière correctionnelle, on allait parler de défaut. Il comparaît par défaut. Maintenant, la conséquence est que la personne ne pourra pas répondre aux faits qui lui sont reprochés et ses avocats également n'auront pas droit à la parole. Les chefs d'accusation sont principalement autour de 3, parce qu'on a 14 accusés. Bon, il y a l'une des personnes qui est poursuivie pour faux en écriture publique, notamment le médecin légiste, qui avait délivré le certificat de genre de mort dans lequel il disait que Thomas Sankara et compagnie étaient décédés par mort naturelle. Donc effectivement, le document qui a été produit a été jugé faux et il sera poursuivi pour faux. Mais principalement, les autres accusés sont accusés pour 3 chefs d'inculpation, notamment la complicité d'assassinat, le recel de cadavres et l'attentat à la sûreté de l'État. Et 34 ans après sa mort, son aura reste toujours intacte. Qu'est-ce qui fait le succès du sankarisme? C'est un reportage de Pape Faraning et Diafarapa. Thomas Sankara, un homme intègre. Nous a décomplexé, nous a ramené des valeurs purement africaines, d'intégrité, de courage, d'ambition. Il a montré qu'il aimait son continent et qu'il était prêt qu'il a été prêt à mourir pour son continent. Certes, il n'est plus de ce monde, un révolutionnaire qui continue d'inspirer des générations, un modèle de patriotisme pour la jeunesse africaine. Thomas Sankara est aujourd'hui un exemple pour beaucoup de jeunes, pour beaucoup de présidents. Beaucoup de présidents, quand ils sont plus ou moins bons, on les assimile à Thomas Sankara. Beaucoup de leaders, quand ils sont ambitieux, on les assimile à Thomas Sankara. Il a su en 4 ans montrer un exemple d'engagement pour son peuple et pour son continent. Et je pense que c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, les générations continuent de le célébrer. La journée d'aujourd'hui va rester dans l'histoire. La tenue du procès de son assassinat était plus qu'une exigence. Pour nous, c'est pour qu'il y ait une vérité et la justice enfin. Parce qu'il y a trop de zones d'ombre dans cet assassinat, dans ce complot international. On veut savoir qui a tué, comment, pourquoi, où il a été enterré. Jusqu'à présent, on n'a pas vu sa sépulture. Donc c'est plein de questions comme ça qui sont lourdes. C'est Thomas Sankara et 15 de ses compagnons. Quand on dit Thomas Sankara, on n'oublie pas ses 15 compagnons. Donc c'est des familles qui sont toujours là pendant longtemps, qui n'ont même pas osé parler de l'assassinat de leurs proches. 34 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, l'ouverture de son procès et de ses 15 compagnons redonne de l'espoir à leur famille, espérant que la lumière va jaillir dans cette affaire, même si Blaise Compaoré, le principal accusé, est en exil. Merci Pape Farah. Et puis un mot de sport, Alex Epi, à l'occasion de la 4e journée des qualificatifs du Mondial 2022. En dépit du rapprochement des matchs, Aliou Cissé et ses joueurs vont chercher une 4e victoire d'affilée dans le groupe H. Cher Sadibou Diarra. Le meilleur scénario, c'est de pouvoir gagner et prendre ces 3 points-là. Maintenant, on sait que le match aller, le match retour risque d'être différent. La Namibie joue chez elle. Elle sait qu'elle doit impérativement nous battre pour espérer en tout cas finir premier de cette poule. Notre ligne directrice, sur notre identité de jeu, sur nos principes de jeu. Je crois que ce qui est le plus important, l'élément le plus majeur aujourd'hui, le plus important, c'est surtout cette fraîcheur physique.
après le voyage. Pouvoir se munir de tous nos grands joueurs est très important, d'autant plus que c'est les éliminatoires d'une Coupe du Monde. À 3 mois de la CAN 2021, le Sénégal est attendu pour le titre au Cameroun. Pour le sélectionneur, l'unisson des cœurs est primordiale. Je crois qu'il faut qu'on continue à regarder toutes ces erreurs qu'on a pu commettre tout le long de ces 6 dernières années pour justement essayer de rectifier ça et entamer cette Coupe d'Afrique-là de la meilleure des façons. Je crois que la force de cette génération, la force de cette équipe nationale-là, justement, c'est parce qu'il y a une bonne entente. Et on croise les doigts pour les Lions. Merci beaucoup, cher Sadibou. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant. On va retrouver Barthélémy Ngom et son invité, le docteur Barangay, ce soir. Excellente suite des programmes sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.